Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Attaque du camp des Kati, qui en sont les auteurs? C'est du moins la question qui va préoccuper, si vous voulez, qui va occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont 4. Le premier, Dr Alaï Bokoum, président de la Convention pour le Mali, un mouvement qui réclame son soutien aux autorités de la transition. Docteur, merci d'être sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier, M. Sidibé, et puis remercier aussi mes co-débatteurs, surtout les juristes. Merci bien. Notre deuxième invité, M. Aboubakary Touré, il est du cadre d'échange des partis et organisations pour une transition réussie. Monsieur Touré, vous œuvrez également pour la réussite de cette transition. Merci d'être là ce soir. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé, pour l'invitation. Et je dis également bonsoir à tous mes co-débatteurs. Troisième invité, Hassan Sey, il est juriste analyste équidistant. Monsieur Sey, merci d'être sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Et notre quatrième invité va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau. Il s'agit de Monsieur Bagui Diarra, vice-président du RPDM. RPDM, parti présidé par l'ancien Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Avant d'ouvrir les débats sur cette attaque du camp des Kati, revendiquée par les JNIM de Yadagali, nous apprenons qu'une certaine classe politique est désormais vent debout pour réclamer la démission du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Monsieur Touré, votre cadre a été le premier à formuler une telle demande. Pourquoi Dr Choguel Kokala Maïga doit démissionner? Merci beaucoup, M. Sidibé. Comme vous le savez, Dr Choguel Kokala Maïga est le Premier ministre du Mali. Je pense que la demande du cadre fait suite à un certain propos inapproprié et maladroit, surtout un propos tendancieux, que l'auteur a tenu il y a de cela quelques jours devant des partisans, soi-disant des forces de changement selon ses propres termes. Alors il a appelé, c'est lors d'un débat public qui est sorti effectivement sur les petits écrans sur le RTM, où il a appelé ses partisans à s'organiser pour effectivement gagner les prochaines élections à venir. Alors pour quiconque connaît les enjeux autour de ces élections, nous sommes dans un pays très fragile. Alors nous avons demandé à tous les Maliens, c'était un appel du président de la transition, pour que chacun œuvre pour la réussite en tout cas de cette transition-là. Et nous savons que la réussite de la transition dépend de l'organisation crédible et transparente des prochaines élections à venir. Alors lorsque le Premier ministre, qui est chargé de conduire les activités gouvernementales, qui est chargé de conduire ces élections-là, appelle une partie de la population, certains de ses partisans, pour s'organiser à organiser ces élections. Nous nous sommes dit en ce moment-là que ces élections ne seront plus transparentes ni crédibles et que pour éviter effectivement des crises pré- ou post-électorales, il convient à l'instant T de demander effectivement la démission pure et simple du Premier ministre de ses fonctions, mettre un Premier ministre neutre, qui n'est sans partisan, qui n'est pas clivant, qui n'est pas président d'un parti politique, qui sera capable effectivement dans un large consensus d'unir tous les Maliens et toutes les formations politiques pour des élections crédibles et transparentes et pour que vraiment les crises que le Mali a connues, les crises post-électorales que le Mali a connues, que nous ne puissions plus connaître ces crises-là. Et nous pensons que quand le Premier ministre est là, c'est un danger pour la démocratie, c'est un danger effectivement pour les élections à venir. Ok. Docteur Bokoum, le cadre d'échange des partis demande la démission du Premier ministre. À leur suite, on a aussi vu ce communiqué de l'ADEMA PACJ, un parti quand même qui compte sur l'échiquier politique, qui également demande, a formulé la même demande. Déjà, vous êtes parmi de ceux qui pensent que le Premier ministre ne doit pas donner une suite favorable à cette demande. Pourquoi doit-il rester Dr Choguel Kokala Maïga, puisque c'est de lui qu'il s'agit? Alors, merci beaucoup, M. Sidibé. Merci à M. Touré. Merci à vos téléspectateurs qui perdent leur temps aujourd'hui, enfin qui ne perdent pas leur temps, mais qui prennent leur temps pour vous regarder.
et nous écouter. Je dois commencer par la douleur qui nous frappe, excusez-moi, et vraiment compatir à ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, souhaiter le repos de l'âme de ceux-là qui sont partis, étant dans le travail du Mali, c'est-à-dire nos femmes, et aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Ceci étant, alors, Sidibé, moi je déduis 2 ou 3 choses de toute cette cabale. Et on aura certainement le temps d'en parler. Depuis le 7 juin 2021, quand il y a eu la rectification et qu'il s'est agi de prendre un premier ministre venant du M5, et quand il a été identifié qu'il s'agit de Dr Choguel Kokala Maïga, la cabale a commencé à la minute, avant même qu'il ne soit confirmé. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, c'est la même demande qui est récurrente. Mais la vérité n'est pas là. Ce n'est pas la démission du Premier ministre qui les intéresse. Non. Et je peux le démontrer. Au fait, il s'agit... Les propos incriminés... Non, moi, je vais revenir à ça. Mon frère. Je comprends maintenant. Vous savez, quand vous regardez ou vous écoutez quelqu'un parler, mettez-le dans le contexte dans lequel il parle. Et vous allez comprendre. Dites-vous, honnêtement, qu'est-ce qui est grave qu'un homme, un vétéran politique comme Choguel, un homme politique qui n'a jamais renié son appartenance à la vie politique malienne, qui a animé beaucoup de débats, qui a animé beaucoup de meetings, qui a animé beaucoup de rencontres, le premier ministre qui a rencontré le plus de Maliens de toute l'histoire du Mali, ça nous pouvons en témoigner, disent aux forces de changement, que ce monsieur dise aux forces de changement, organisez-vous comme le 14. Moi, j'ai été le coordinateur national de la sortie du 14 janvier et j'ai compris de quoi il parle. Ce jour-là, il y avait des gens de la DEMA, mon frère. Allez-y, si vous refusez, je vous donne les noms de ceux-là qui étaient le 14 là-bas. Donc, ça veut dire que vous étiez partis pour vous faire voir, mais pas pour le changement, ce que vous démontrez. Il n'est pas de la DEMA. Hein, bon, qu'il soit de la DEMA, il est du cadre. Oui. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant d'être avec Assimi. Ils font semblant d'être pour le changement, mais ils viennent de démontrer, parce que Choguel a parlé de force de changement. Ça veut dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces forces. Ça, c'est ma première déduction. Deuxième déduction. Écoutez très bien ce que le Premier ministre a dit. Les Maliens, vous êtes sortis 4 millions le 14 janvier pour soutenir les autorités. Cette foulée doit continuer pour que vous gagniez partout. Et c'est qu'eux, ils ne veulent pas reconnaître. C'est eux qui ont crié les élections. Ils sont partis s'immiscer dans la loi en trompant, bien sûr, le président qui n'a pas été bien conseillé et qui a promulgué très vite. C'est une erreur politique, il faut le dire. Et c'est aujourd'hui eux qui sont en campagne partout pour une loi qu'ils n'ont pas initiée. Une loi initiée par le gouvernement. Et quand un gouvernement initie une loi, ce n'est pas au législateur de faire la promotion de cette loi. Ça augure de quoi? Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas pour les élections, vous êtes en campagne de ce que vous pensez être la position majoritaire, c'est-à-dire le CNT qui est votre. Je dois aussi veiller sur... Je viens à la déduction suivante. Oui. C'est que la notion d'élection, non seulement ils en ont parlé, mais ils ne sont pas dedans. Comme ils étaient le 14 sur le terrain, ils ne sont pas du tout convaincus qu'il fallait le changement, mais ils se positionnent, croyant qu'il y a une divergence à cause de la promulgation de la loi. Une brèche pour eux a été ouverte, mais ceux qui ne savent pas, ceux qui Assimi a renouvelé sa confiance, et le peuple aussi. Donc c'est pour simplement vous dire qu'ils ne croient même pas à la vertu des élections. Parce que le Premier ministre parle d'élections. Il dit préparez-vous à gagner des élections. Il n'a pas dit préparez-vous à tricher. Il n'a pas dit préparez-vous à frauder. Il n'a pas dit préparez-vous à voler. Comme ces partis-là ont fait. Et c'est ce qui leur a valu cette façon d'être voulu. Docteur Alain, on va vous retourner la parole tout de suite. Monsieur Sey, les propos du Premier ministre Choguel Kokala Maïga a irrité une certaine classe politique jusqu'au point d'appeler à sa démission. Déjà, est-ce que vous pensez que ces propos-là sont justes? Bon, avant de répondre à votre question, je vais faire comme mon co-débatteur et m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour le Mali, les victimes civiles comme militaires. Et pour revenir à votre question plus précisément, le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, en demandant à des politiciens et en demandant à des partisans de partis politiques de se préparer à concourir à l'exercice du pouvoir, pour moi, ça ne pose pas de problème parce que les partis sont là pour ça.
Maintenant, je comprends également le point de vue de mon co-débatteur en face qui estime que vu qu'il est dans l'appareil d'État, Oui. il n'aurait pas dû tenir ce propos parce que ça laisse augurer que sans dire quoi, comme peut-être pour supputer, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, que ces élections, il va les tourner à son avantage. Bon, moi, je pense pour qu'il les tourne à son avantage, déjà, faudrait-il qu'il soit candidat, c'est la première chose. Et ensuite, il faut se poser les vraies questions. Les vraies questions, c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'organisation d'une élection, quels sont les éléments qui comptent? L'administration territoriale compte. Oui. Le ministre de l'administration territoriale est le colonel Maïga, qui n'est pas membre du M5 RFP, il me semble. Donc à partir de ce moment-là, oui, l'administration territoriale n'est pas aux mains de Choguel, dans le principe. Ensuite, on a la loi électorale qui régit. Bon, la loi électorale, on est plus ou moins d'accord qu'il y a eu des amendements qui ont été faits dessus. En tout cas, les partis politiques sont d'accord sur le principe et disent que c'est une loi qui a été prise en bonne et due forme. Donc la loi électorale, pareil, ne pose pas de problème. Oui. Bon, maintenant, puisqu'on n'a pas de candidature annoncée encore, oui, qu'on n'est pas encore en campagne, qu'on a des défis qui sont nombreux, y compris des défis sécuritaires, moi je pense que les combats de personnes, encore une fois, mais ce n'est que mon avis, ça ne soit pas le moment. C'est-à-dire que remplacer le Premier ministre par un autre Premier ministre qui va venir avec une nouvelle équipe, qui va mettre en place des nouvelles personnes à des nouveaux postes à la primature, qui vont devoir s'imprégner des dossiers pour faire face aux défis actuels, sachant qu'on est dans une période d'urgence, je ne vois pas cet impératif-là. Ça, c'est mon avis. Ensuite, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'on soit clair dans la prise ou la participation ou pas des autorités actuelles, parce que pour l'instant, on a un flou. Est-ce qu'ils doivent le faire? Ce débat est ressenti, voilà. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils doivent le faire? C'est des débats qui restent ouverts. Oui. Ce n'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui, mais toujours est-il que tant qu'on n'en est pas là, moi je pense qu'il faut savoir rester mesuré, aller vers l'essentiel et essayer de sortir de la situation, notamment l'attaque de Cathy dont on va parler, oui, voir ce qu'il y a lieu de faire peut-être par rapport à ces choses-là. Ok, nous l'avions annoncé, il vient de nous rejoindre autour de ces plateaux. Monsieur Bagui Diarra, vous êtes vice-président du RPDM. Merci d'être ce soir avec nous. À moi de vous remercier, Sylvie. On parlait justement de cet appel à démission formulé à l'endroit du Premier ministre, demande formulée par une certaine classe politique et le cadre d'échange des partis pour une transition reçue et l'ADEMA PACJ. Déjà, est-ce que le contexte y est à une telle demande? Évidemment que de mon point de vue, non. Quand on regarde autant d'instabilité, on va dire, sociopolitiques que nous avons vécu et qui ont fait que cette transition, elle a été véritablement en dents de scie, ce que ne souhaiterait pas bon nombre de nos compatriotes, pour ne pas dire la majorité. Mais laissez-moi quand même vous présenter mes condoléances à tous ceux-là qui nous ont quittés ces derniers temps du fait donc des terroristes. Mais pour revenir effectivement à cela, de mon point de vue, c'est vrai, il faut dire les choses clairement. Mon parti, à travers ma personne, je pense que je l'ai toujours dit à chaque fois que de besoin pour dire que nous sommes dans une situation d'exception et que cela ne sied pas que nous ayons deux cas en face, que nous devrons plutôt nous concentrer sur nos problématiques majeures, nous entendre là-dessus et trouver des solutions conjuguées ou co-constructives qui nous permettent d'avancer. Et c'est à ce titre-là que j'ai dit que de mon point de vue, une telle démission dans le contexte actuel... Sauf que cette demande n'est pas venue ex nihilo. Hein? Oui, je vais en venir tout à l'heure. Autant cela n'est pas approprié, mais je pense que les autorités... Et en premier responsable, le Premier ministre, dans ses prises de parole, lui-même doit contribuer à apaiser la situation sociopolitique. Il a connaissance de tous ces enjeux. Cette classe politique qui est là devant, devant le gouvernement, devant les autorités, mais nous nous connaissons tous entre nous. On sait quand je dis quoi ou quand je fais quoi, ça peut irriter, ça peut faire cela. Alors que l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de toucher le point faible de quelqu'un ou ce n'est pas d'être là, de donner une posture comme si on veut être dans la tentation. Non.
on veut en tant que premier responsable nous sortir de là et faire en sorte que ce Mali croit avec cet esprit que les Maliens aujourd'hui sont suffisamment animés pour dire que nous allons à ce niveau Mali, à ce Mali souverain, les populations l'accompagnent et lui en premier chef il doit contribuer à apaiser. C'est cela vraiment ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ok, M. Touré, une chose c'est de demander une démission, une autre c'est de pouvoir l'obtenir. Si vous n'obtiendrez pas cette démission du Premier ministre, qu'allez-vous faire? Nous sommes des républicains. Vous savez, le Premier ministre est nommé par le président de la transition. Donc, c'est une première fois que le cadre, en tout cas, d'échange des partis politiques viennent faire aujourd'hui. Maintenant, nous allons suivre le processus. Et au moment venu, si nous n'obtiendrons pas gain de cause, au moment venu, nous verrons bien ce qu'il faut faire, les autres actions qu'il faut entamer. Mais il faut rappeler une chose, surtout à mes co-débatteurs. En fait, personne n'est contre le Premier ministre. Je l'ai dit, c'est la toute première fois que certaines classes politiques quand même demandent son départ. Et cela, suite à des propos que lui-même a eu à tenir. Et nous pensons que cela force déjà le jeu démocratique. Ce n'est pas quand même n'importe qui, c'est quand même le président. Le Premier ministre, il est le président d'une formation politique bien connue au Mali. Il ne peut pas organiser les élections législatives, communales, et puis les élections présidentielles. Donc, quelque part, et dès le départ, le jeu démocratique, qui doit être un jeu égalitaire, se trouve être faussé. Donc je pense que la demande des partis politiques, effectivement, elle est légitime. Si l'on a souci vraiment d'organiser, en tout cas, des élections libres, transparentes et crédibles, et sans problème. Et sans problème. Je mets au défi mon co-débatteur Alain Bokoum qui dit que il fait beaucoup de confusion. Ce n'est pas les membres du CAC qui sont en train de faire la promotion du CNT. Ceux qui font la promotion de la loi électorale, ce sont les membres du CNT, donc qui sont déjà un organe de la transition. Voilà, donc ce n'est pas les membres du cadre. Nous avons été écoutés, effectivement. Nous avons fait des propositions, des suggestions qui ont été prises en compte. Nous avons salué, effectivement, la loi qui a été votée, mais même s'il y a des réserves là-dessus, mais nous nous sommes dit que c'est un pas, nous permettra, et d'ailleurs c'est ce qui nous a permis même la levée des sanctions, quand il y a eu cet accord, ce compromis avec la classe politique. Mais nous nous sommes dit, les manquements se trouvant dans le texte, nous allons continuer à veiller par rapport à ce que vient de dire mon co-débatteur par rapport à la candidature des autorités actuelles aux prochaines élections. C'est un débat qui est là, ce n'est pas tranché, mais nous allons continuer à suivre ce processus-là. Au moment venu, nous allons nous prononcer là-dessus. D'accord. Docteur, toute proportion gardée, est-ce que ces propos du Premier ministre aussi ne posent pas la question de sa neutralité dans le cadre de l'organisation des prochaines élections? Vous savez, M. Sidibé, j'ai l'impression que vous êtes en train de tomber dans le piège de ces partis politiques. Avant la loi électorale, rares étaient parmi eux qui prenaient la parole publiquement, parce qu'ils savent quelle place ils représentent. Nous avons 271 partis politiques. Comprenez-vous bien. Oui. Dont 121 ont donné des listes pour être membres de l'EJ. C'est de cette difficulté qu'on avait parlé. Oui. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait au fait? Ils sont partis au CNT et essayer de trouver une loi qui va poser des problèmes. Parce que rien ne vaut l'appel à candidature. Comme on n'est pas là pour ça aujourd'hui, oui. Retenons une seule chose. Quand un parti, vous venez de le dire, comme Adema dit dans son communiqué, qu'il soutient le président de la transition. Mais le gouvernement, il ne soutient pas, puisque c'est Tchogel qui est là. Les autres autorités, ils ne soutiennent pas. Le peuple, ils ne soutiennent pas. C'est ce que ça veut dire en sourdine. On peut soutenir un président. Et le nomme, il soutient Assimi Goïta. Est-ce que le peuple... Il va terminer, vous aurez non, temps de réaction. Si c'était le premier, je n'allais pas soutenir les deux. Allez-y. Ou les trois, j'ai dit le peuple, j'ai dit la primature. Je n'ai pas parlé du premier ministre, mais j'ai parlé du gouvernement surtout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? La réalité, c'est quoi? Ceux qui veulent avoir un truc sur lequel il faut débattre. Et ce que moi, à la place du Premier ministre, étant Premier ministre politique, est venu comme aile politique du changement, quand je rencontrerai à quelque occasion que ce soit, et je souhaite que le Premier ministre continue de dire à toutes les forces du changement, parce que c'est ça aussi, la dictature populaire fait partie de la démocratie. Tout le peuple, y compris les gens de l'ADEMA, y compris les gens du cadre, y compris partout, ont participé au grand soulèvement du 14. Sauf si vous êtes sortis pour juste montrer votre face, vous êtes là.
Il a dit toutes les forces du 14, il a précisé. Il dit comme le 14 sortait pour que le changement prévale. Et quel est le problème en cela? Moi, c'est là où je suis en train de surfer sur des faux problèmes. Tandis qu'on a d'autres, et je crois qu'on va les aborder. Parce que cette attaque-là, il faut qu'on en parle. On va en parler. Qu'on parle du rôle de ces politiques. On va en parler. Monsieur C, déjà, est-ce que nous ne sommes pas, avec tous ces débats, est-ce que nous ne sommes pas presque dans une crise préélectorale avec tous ces débats? Bon, crise préélectorale. Ces risques quand même contenus dans les communiqués produits par l'ADEMA PSI. Oui et non. Oui et non. Non, pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore aux élections. On parle de 2024 et de fin 2023. Oui, pourquoi? Parce que une fois que les partis politiques qui sont censés eux aussi concourir à la magistrature suprême se sentent fragiles ou se sentent pas prêts, pour parler simplement, pour les prochaines élections, ça crée un malaise. Ce malaise, où est-ce que je suis d'accord avec mon ami pour une transition réussie, c'est qu'une fois qu'on est Premier ministre, on est Premier ministre pour tout le monde, pour tous les Maliens sans distinction. Et il faut avoir un discours fédérateur. Maintenant, dans l'intention, si on parle des forces du changement, c'est les forces du changement aussi qui l'ont amené où il est aujourd'hui. Le président de la transition a choisi un Premier ministre issu du M5. Ce n'était pas une information cachée. Donc, à ce moment-là, il faut aussi qu'il s'assume. Oui. D'autant plus que, justement, je pense qu'il y a eu des murmures qui disaient que même en interne, il n'était pas très apprécié parce qu'on considérait qu'il ne faisait pas la promotion de ceux qui étaient au M5. Ce qui peut paraître comme étant une bonne chose. Mais je ne veux pas m'ériger en défenseur du Premier ministre. Oui. Simplement, si on veut la paix dans ce pays-là, quelles que soient les personnes qui occupent ces différents postes, il faut les mettre en face de leurs responsabilités. Il faut juger les actes et pas simplement les paroles. Et si, dans les actes, ils sont inconséquents ou insuffisants, et qu'il y a des gens beaucoup plus pertinents et beaucoup plus efficaces qui sont pressentis, oui, pourquoi pas? Mais si c'est simplement parce que la tête ou le discours d'un tel ou d'un tel ne plaît pas, je pense qu'on risque de retomber dans les mêmes travers qui nous ont amenés ici, parce que ce n'est pas la première fois qu'on demande la tête d'un Premier ministre. On sait ce qui s'est passé avec Feu Boubé Maïga, et on sait ce qui s'en est suivi. Il faut préciser aux téléspectateurs également et aux auditeurs qu'un Premier ministre, il est là pour accompagner la volonté d'un président de la République. Il faut préciser aussi qu'un Premier ministre n'est pas le chef d'un département ministériel. Donc si on a des secteurs où on considère qu'on a des problèmes, que ce soit l'énergie, l'agriculture, la santé ou tout autre secteur, il faut viser directement ce secteur-là et éventuellement demander la tête. Mais même là, je pense qu'on n'est pas dans un moment où cela est propice. Il faut que le Premier ministre mesure effectivement ses propos en prenant en compte la différence et aussi le sentiment de ces politiques qui ne participent pas au pouvoir, à sa gestion, et même peut-être l'animation de la transition. Des consultations parfois. C'est aussi une question de considération et de manière de faire. Et je pense que si on met un minimum de forme, tout le monde aime le Mali. Donc ces partis politiques, ils sont avant tout des Maliens, ils trouveront ensemble une solution pour sortir de cette impasse. Monsieur Diarra, est-ce qu'il serait exagéré de dire que nous sommes déjà dans une crise préélectorale, avec tous ces clivages déjà affirmés ça et là? Non, moi je pense que non, et je ne souhaiterais pas que ça puisse évoluer même dans ce sens, parce que j'estime et j'espère encore que cette classe politique dans son ensemble va prendre conscience que de par, si vous voulez, ces errements, passez-moi l'expression, depuis toutes ces années-là, vis-à-vis des intérêts du peuple, on se rend compte que ce peuple-là, il y a un grand fossé qui s'approfondit toujours entre ce peuple-là et nous, classe politique. Quand bien même que nous, classe politique, nous faisons tout pour dire notre combat, c'est partir à la recherche du pouvoir et satisfaire ce peuple-là. Donc il y a un moment où les guéguerres politiciennes doivent pouvoir s'arrêter face aux enjeux vraiment du moment. Et donc c'est pour cela, je pense que
Et il y a un moment où on doit pouvoir dire à chaque acteur, et je suis d'accord qu'on puisse dire au Premier ministre, il faut corriger effectivement dans les expressions, mais ce n'est pas pour un discours que l'on va pouvoir essayer de créer encore une autre tension dont nous n'avons pas besoin. D'autant plus que ce n'est pas ce discours-là. J'ai vu beaucoup de classes politiques et beaucoup de personnes apprécier déjà en fait la loi électorale, même si je n'ai pas eu l'occasion d'en parler tout de suite. Mais c'est cette loi qui va encadrer les élections, ce n'est pas un discours qui va le faire. Comment créer une situation encore d'instabilité pour pouvoir nous amener dans d'autres choses alors que nous avons plus important face à nous. Et nous savons que nous devons pouvoir sortir de cette transition plus rapidement parce que l'agenda présenté, et encore cet agenda apprécié, et je peux dire à la limite par en tout cas un bon nombre de la classe politique, mais il y a beaucoup de choses à faire dans ça. Donc on a besoin d'un environnement socio-politique stable et tout le monde doit y contribuer, et en premier ressort la classe politique. Sinon, comprenez, mais c'est là Assimi qui le connaissait il y a à peu près moins d'une année, on le connaissait sur le terrain. Mais pourquoi aujourd'hui c'est lui qui peut recueillir au moins, c'est-à-dire que plus de légitimité, ou ces autorités avec autour de Assimi puissent requérir plus de légitimité que la classe politique? Nous devons nous poser des interrogations à ce niveau. Il faut faire la politique autrement, comme on le dit, et ça fait des années que nous le disons. Nous devons pouvoir faire la politique autrement et pouvoir avancer à la satisfaction. Au niveau du RPDM, j'imagine que cette machine est déjà en marche, hein, la politique autrement. Mais on l'a dit, et depuis 2011, 2010, 2011, ça a été chaque fois le seul mot que nous avançons. Nous devons pouvoir faire la politique autrement, parce que cette politique politicienne qui ne vise pas spécifiquement les intérêts du peuple, mais je pense que ça continue d'agrandir ce fossé et nous devons en prendre conscience. Pour revenir à notre thème principal, une attaque qualifiée de terroriste et de djihadiste par les autorités maliennes a visé tôt ce vendredi les camps militaires de Kati. Beaucoup de Maliens continuent à s'interroger encore en se posant la question suivante. Kati est-il autant exposé, Dr Alaï Bonkoum? Cette question, elle est fondée? La beauté d'un débat, c'est quand les gens changent des idées. Oui. On a beaucoup, excusez-moi, juste 30 secondes. On a toujours parlé de neutralité. Neutralité, un premier ministre neutre, un président neutre, X neutre. On a fait cette erreur pendant les 9 premiers mois. Premier ministre, neutre. Président, neutre. CNT, ils ont dit neutre, même si on sait que c'est la majorité qui est là-bas maintenant. Et les différents conseils, neutres. Mais ça a failli coûter la vie à Assimi. Vous croyez qu'Assimi ne réfléchit pas? C'est un intellectuel comme vous, même s'il porte la tenue. Hein. Cette neutralité nous a mené où? Et puis qui est neutre? Moi, je suis fils d'imam. Je suis musulman. Je peux jurer qu'il n'y a pas un seul individu neutre au Mali. Il n'y en a pas. Dans le monde même, il n'y a pas quelqu'un qui soit neutre. Chacun est politique et chacun est partisan. Mais il y a des gens qui ne le montrent pas. Ça n'explique pas la neutralité. Ça, c'est pour finir avec vraiment cette histoire de... Pour revenir... Écoutez-moi, il y a quatre formes d'attaque. Oui. D'abord, la première attaque, c'est quoi? C'est l'attaque de ces politiques. Pardon, la première attaque, c'est pas eux. Excuse-moi, c'est eux sont la deuxième attaque. La première attaque, c'est la communauté internationale. Oui. Quand on nous a amené les 49 mercenaires, et quand le français Salgado, qui a un nom lusophone mais qui est français en vérité, quand il a pris la parole pour démentir et pour enfoncer nos autorités en disant qu'elles étaient au courant, heureusement, je salue sur le ministre des Affaires étrangères qui lui a exigé de fournir les preuves le 12. Jusqu'à son renvoi, il n'y a pas eu de truc. Et vous avez vu la cabale de cette communauté internationale. Et cela a commencé depuis le renouvellement le 30 juin du mandat de l'aménagement, où ils ont fait parler une dame, une certaine Sadia Touré ou Sidia Touré, qui se fait passer pour la société civile. Heureusement que la société civile a communiqué pour dire qu'ils ne la connaissent pas. Oui. Ça, c'est la première attaque. Simultanément, qu'est-ce qui est venu? C'est l'attaque politique. Créer la zizanie, créer des faux problèmes. Le Premier ministre a dit qu'Assimi n'est pas beau. Le Premier ministre a dit que la demande est impeachment. Ça dit, je ne comprends pas comment est-ce qu'un Premier ministre qui demande à ses partisans d'aller travailler pour gagner les élections, au lieu de voir le côté élection, parce que ça ne les intéresse pas, ils prennent les mots, alors qu'il a parlé d'un truc. Donc, c'est les attaques simultanées. Oui. Et c'est combien? Nous sommes 271 partis, sur lesquels tous les 271 réunis ne mobilisent pas plus de 30% de la population, les 271. Sur les 271, il n'y a que 11 partis et regroupements qui sont dans le cadre. 11, je dis bien 11. Précisément, il peut compter. Sur les 271, les 260 autres, il faut laisser de côté. Et qu'est-ce qui se passe encore? C'est qu'ils se détachent et ils viennent en cascade maintenant, en cohorte, pour faire montrer, ça c'est ce qu'on appelle prendre de tous les côtés pour montrer une certaine impression, parce qu'ils ont une certaine communauté internationale avec eux. La troisième attaque, c'est quoi? C'est mettre en contribution, ça c'est la communauté internationale surtout, les hommes de brousse, pour créer la zizanie. Les gens ont oublié que le World Trade Center a été attaqué aux États-Unis. Les gens ont oublié que le Pentagone a été attaqué aux États-Unis. Les gens ont oublié que l'ambassadeur américain a été tué en Libye.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle une personne comme toi, comme moi, surtout dans une ville carnison comme Kati, où tout le monde est ensemble, où les marchés côtoient les hôpitaux côtoient les terrains d'entraînement, les terrains d'entraînement côtoient la résidence du président, la résidence du président côtoie la résidence des autres, où tout est milk-mac. Et qui peut contrôler quoi dans ça? Moi, je n'en veux à personne dans cette histoire, sauf ceux-là qui créent la zizanie là où il ne faut pas. Et la quatrième attaque, c'est quoi? C'est les médias qu'ils mettent en contribution parce qu'ils ont les sous. Et aujourd'hui, il ne suffit pas de fermer RFI et de France 24, mais il faut fermer tous ces médias qui font la promotion. Et moi, j'en veux aux militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, et peut-être même à mon Premier ministre, de ne pas laisser, excusez-moi, de ne pas laisser moi aussi, ceux-là qui je ne vais pas vous laisser faire la promotion de la fermeture des médias, puisque c'est un média qui vous autorise à... Parce que moi, je sais que le sursaut patriotique auquel j'appartiens, et j'ai vu mes jeunes frères Yerovolo se presser pour aller dire le dégagement de l'aménagement, alors qu'on s'était mis d'accord et les mouvements étaient en train de signer, ils sont pressés pour aller dire, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais depuis, le sursaut a voulu que une radio Mikado soit fermée et que l'aménagement parte, même si ils sont partis en avance par rapport à nous. Maintenant, pour vous dire simplement que les médias là, ils sont en train de faire la promotion. Pourquoi je dis j'en voulais aux militaires? Je vais dire pourquoi. À un moment, nous avons tous senti que la communication a tellement favorisé l'armée, parce que la communication est la meilleure arme. Il faut laisser ces jeunes-là qui ont un certain talent, les Boubou Mabil, les Amara Silla, les Amara Bachili, les Gandhi Maliens, les Sekou Tungara que je salue ici, un homme indépendant d'esprit malgré tout ce qu'on pense. Il faudra par comprendre que ce n'est pas beaucoup Mouchogel qui prend de l'argent à Sekou Tungara. Donc c'est pour vous dire simplement qu'il faut obligatoirement aujourd'hui laisser les gens communiquer. Non seulement ça apaise le cœur des Maliens, et ils sont partis jusqu'à ce qu'Amadou Koufa lui-même avait demandé aux gens de ne plus attaquer les choses. Parce que tellement la communication était bonne. Clair, faut-il fermer les médias, qui critiquent les régimes et non, laisser on ne les parle pas médias... de critique au régime. J'ai dit il faut refermer les médias qui divisent les gens comme Mikado. Il faut maintenant fermer les médias qui font tout pour casser le moral des Maliens et de nos forces armées. Ces attaques-là, je vous jure, ce n'est qu'un divertissement. Bon, on peut pas, quand il est mort, on ne peut pas parler, mais ils sont en train de divertir ils veulent amener une psychose. Et malheureusement pour eux, il y a la main de Dieu dans ce qui se passe au Mali. La main de Dieu a fait que Assimi, un colonel taiseux, qui ne parle pas, très humble. Excusez-moi, je vais faire le laudateur. On va vraiment... Comme on me traite de laudateur, laissez-moi faire le laudateur, s'il vous plaît. Un premier ministre comme Tchogel, une sommité que tout le monde connaît, qui a été premier partout. J'ai vu des audios qui disent que pourquoi tout le monde s'acharne contre Tchogel, et vous m'avez qui dit parce que le cabinet à la premier de la classe dernier t'a fait. Donc maintenant, un taciturne colonel comme Sadio Kamara, un colonel Modibo Keïta qui est en train de faire ce travail, un talentueux monsieur comme Diaw. Et j'espère que Diaw va comprendre que les politiques ont essayé de cerner son appareil parce qu'il les a mis là-bas. Et qu'il va comprendre qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne ensemble la masse. Mais l'inclusivité qu'Assimi veut, elle n'aura jamais lieu à 100% parce que ces politiques-là... Sauf que j'ai le devoir d'être juste dans la répartition du temps de parole. Monsieur Touré, beaucoup de Maliens s'interrogent encore comment cette attaque a-t-elle été possible. Attaquer les camps de Kati, beaucoup n'arrivent pas à comprendre comment ça s'est passé. On voit vraiment votre proximité avec le camarade Alain Bokoum qui se permet en tout cas de s'étaler très largement, en tout cas sur le temps des autres. Vous en avez et je pense qu'il est en train de trop parler sans pour autant convaincre. Vous avez écouté tout ce qu'il vient de dire, mais en réalité le fond du sujet ne l'a pas traité. Et c'est très dommage qu'après une telle attaque qu'on puisse la prendre avec une telle légèreté aujourd'hui. Effectivement, je dois m'incliner. Vous savez, le cadre de champ des partis a fait un communiqué dans ce sens-là pour condamner non seulement cette attaque-là, mais surtout aussi pour s'incliner, en tout cas devant la mémoire, en tout cas de toutes les victimes militaires et civiles. Et vous le savez, depuis quelques mois maintenant, on parle de la montée en puissance de l'armée malienne. Depuis un peu plus de 6 mois aujourd'hui, on parle de la montée en puissance de l'armée à travers le plan d'opération Maliko et également le plan opérationnel Keletigi. Donc à travers ces opérations, l'armée malienne a pris plusieurs initiatives à aller même à déloger en tout cas les terroristes de leur sanctuaire. Vous vous rappelez effectivement de l'attaque de Moura où vraiment plusieurs terroristes ont été tués. Donc depuis après que ces terroristes-là ont été délogés de leur sanctuaire, donc ils sont restés dans la nature et maintenant ils se battent aussi pour leur survie.
Et après, il y a eu plusieurs attaques. Vous avez vu, les 48 heures avant l'attaque du camp de Kati, il y a eu quand même 48, il y a eu plus de 8 attaques qui ont été déjouées par l'armée malienne. C'est des attaques qui n'ont pas produit assez d'effets. Jusqu'à Zantigila, à Kolokani, Bafo et ce qui s'ensuit. Donc ça veut dire tout simplement que ces terroristes-là sont parmi nous. Il existe. Et je pense qu'à travers l'attaque de camp, parce qu'il faut le savoir, en tout cas le camp militaire de Kati, c'est l'une des garnisons les plus importantes en tout cas du pays. Et Kati, ce n'est pas n'importe où. C'est à travers même les réseaux sociaux que j'ai appris que Kati abrite effectivement la résidence du président Assimi et du colonel Sadio Kamara. Il faut voir comment les réseaux sociaux peuvent nous informer souvent. Est-ce que les terroristes étaient au courant, est-ce qu'ils n'étaient pas au courant, je ne sais pas. Mais en tout cas, en choisissant de s'attaquer à Kati, ils voulaient frapper, c'est-à-dire au cœur même, en tout cas, de la République, au cœur même de Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cette attaque puisse arriver? Bon, je pense d'abord qu'il faut comprendre les objectifs d'abord de cette attaque. Moi, à mon avis, je pense que cette attaque visait deux objectifs fondamentaux. L'un des premiers objectifs pour ces terroristes-là, c'était vraiment de saper le moral des Maliens et surtout le moral des troupes. Je l'ai dit, on parlait il y a plus de 6 mois, on parlait de la montée en puissance de l'armée malienne, surtout avec notre collaboration avec les instructeurs russes. Les Maliens, dans la conscience collective, en tout cas un tel acte jusqu'à Kati était pratiquement impossible. Et les terroristes voulaient montrer leur capacité opérationnelle sur le terrain à attaquer partout. Parce qu'après Moura, ils l'ont dit, ils l'ont fait savoir. Ils disent qu'ils attaqueront partout où ils veulent. Ça, c'était l'un des premiers objectifs. Et le deuxième objectif, je pense qu'ils voulaient faire une démonstration de force. Vous savez, tous les chefs djihadistes aiment les actions spectaculaires. L'objectif, ce n'était pas peut-être de prendre le camp, mais c'était de faire une action spectaculaire, en tout cas qui va faire en sorte qu'on puisse parler d'eux. Et aujourd'hui, le GENIM a revendiqué, le GENIM d'Iyad Agali a revendiqué cette attaque-là. Et je pense qu'à ce niveau, sur le coup de la démonstration et sur le plan de la communication, ça a été une réussite. Maintenant, là où, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'il faut revoir une fois de plus, en tout cas, notre système de renseignement. Parce que nous sommes dans une guerre asymétrique, nous sommes dans une guerre moderne. Et les guerres modernes aujourd'hui, ça se gagne sur le plan de renseignement. Vous voyez, sur le plan de renseignement. Donc je pense qu'à ce niveau, nous devons travailler davantage pour renforcer notre système, en tout cas, de renseignement, pour que plus jamais un tel acte ne puisse se produire. Parce qu'ils sont parmi nous et personne ne sait ce qui pourra se passer dans les jours à venir. Sans revendiquer quelqu'un proximité avec vous, je vais passer la parole à M. Seye. M. Seye, beaucoup de Maliens s'interrogent. Kati, comment est-il arrivé? C'est une excellente question. C'est-à-dire comment les troupes comment les pseudo-terroristes ont fait pour arriver jusqu'au camp de Kati et par où ils sont passés. Maintenant, c'est un symbole. On parle du camp Soundiata Keïta, on parle effectivement de la résidence du président de la transition, donc on peut même penser peut-être à une tentative d'assassinat. Oui. Mais dans tous les cas de figure, c'est une tentative de déstabilisation dont on parle depuis un certain moment. Bon, maintenant, la lenteur de la revendication de ces exactions me paraît étrange. Pourquoi? Certains ont dû l'entendre, un vocal qui circule, oui. Mais comme on n'a pas le nom de l'auteur ni l'authenticité, on peut simplement lire et comprendre à travers le discours dans les grandes lignes que si ils n'ont pas attaqué certaines zones névralgiques, c'est parce qu'ils n'en veulent qu'aux autorités ou à un certain nombre de personnes. Comme si c'était ce qu'on appelle justement des mercenaires et des personnes qui étaient en mission commandée. Ensuite, lors du communiqué, on a évoqué la Katiba Massina assez rapidement, oui. Comme si on avait obtenu des preuves qui allaient dans ce sens-là et peut-être qui étaient laissées sur place. Chose encore bizarre. La Katiba Massina est effectivement affiliée à Ansaridine et au JNIM de Iyad, oui. Mais Amadou Koufa n'a toujours pas revendiqué. Iyad, en tant que JNIM, oui. Avec le discours, le vocal que moi j'ai entendu, si effectivement ils sont dans leur rêve du Grand Sahara et d'un État islamique,
ces personnes sont en parfaite adéquation avec ce qu'eux ils veulent. Donc facilement, on peut les prendre avec nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'origine. Il faut faire extrêmement attention. Ensuite, on peut se demander si, au jour d'aujourd'hui, les négociations ou les discussions qui avaient été prévues et par le dialogue national inclusif et par les assises nationales de la refondation avec YAD et avec Koufa ont commencé ou pas. On sait que le très respecté, comme on l'appelle, Mahmoud Dicko, à un moment donné, faisait ces négociations-là, oui. Et il y avait même eu des résultats, parce qu'il avait je pense, des bons offices au niveau de la primature, qui a créé un autre débat pour un autre Premier ministre, oui. Mais ce n'est pas le thème du soir. Et ce même Mahmoud Dicko peut peut-être intervenir pour aider. Dans tous les cas, moi je pense qu'il faut discuter. Tous ceux qui se disent maliens, si c'est une cause malienne, qu'ils soient appelés terroristes ou par autre chose, qu'on essaie de s'asseoir et de discuter et de voir les points de convergence. Parce qu'on nous laisse entendre que les ennemis ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Donc ça laisse beaucoup de supputations et beaucoup de possibilités. Par ailleurs, et je finis sur ça, vous allez constater sur beaucoup de médias internationaux, notamment les médias français, qui nous disent depuis 2012, le Mali n'a pas été attaqué au centre, à Bamako, depuis le moment où on a demandé à la France de venir. Une manière de dire peut-être le fait que la France n'est pas là, c'est ce qui explique cela. Il faut rappeler quand même, aux téléspectateurs également et aux auditeurs, même sans faire de publicité pour les terroristes, parce que c'est des actes condamnables, il y a eu 3 attentats à Bamako. Il y a eu le Radisson, il y a eu le campement de Kangaba, il y a eu la terrasse. La terrasse, c'était en 2015, le Radisson Blu en novembre 2015 de la même année, et Kangaba, c'était le 18 juin 2017. Donc les attentats à Bamako, il y en a eu. Maintenant, on espère qu'il n'y en aura plus. Mais cela ne passe pas sans un discours franc. Parce que si on tombe dans l'amalgame, si on tombe dans l'accusation, même si ce ne sont pas forcément les auteurs qu'on présume, on peut les muer en des ennemis encore plus féroces et ça peut avoir des conséquences irrécupérables. Le camp de Kati attaqué, les Maliens sont surpris de cette attaque. Déjà, est-ce qu'on en sait un peu sur l'identité des auteurs et les commanditaires? Est-ce qu'on en sait? Je pense que sans faire de spéculation, oui, mais en s'en tenant au seul communiqué du gouvernement, et même si on a vu aujourd'hui qu'il y a une revendication en fait de cette attaque-là par les GNIM, mais nous on s'en tient, en tout cas dans mon analyse, je vais m'en tenir à ce que le gouvernement dit et qui dit que c'est la Katiba. Peut-être pour édifier davantage nos téléspectateurs, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'aller au-delà de ce communiqué officiel? Non. A priori, quand on dit ça, je pense que dans l'analyse, il y a des éléments derrière que je vais pouvoir essayer. Allez-y. Vous savez, cette attaque ou ces attaques-là, la première des choses, de mon point de vue, qu'il faut éviter, c'est de tomber dans la psychose. Et tomber dans la psychose, c'est ce qu'il faut éviter parce qu'on est à un moment où il y a 2 éléments fondamentaux qui sont géostratégiques, à mon avis. Quand nous parlons de la montée en puissance donc, de nos forces armées et de sécurité, mais qui, dans le même temps, nous sommes en train aussi de constater que il y a une géopolitique qui s'installe et qui voudrait, si on ne fait pas attention, pour dire que le Mali, il est pratiquement ingouvernable en s'attaquant déjà au symbole. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on s'attaque à Kati, et au même moment, on est en train de dire que c'est les forces armées qui avancent sur le terrain et qui font perdre du terrain donc, aux terroristes, ce qui est une réalité, si on lit bien, parce que quand ils étaient dans leur sanctuaire, ils commençaient simplement à attaquer les populations. Souvenez-vous, Djalassagou, c'était des populations civiles. Et pourquoi maintenant on va laisser ces populations civiles-là, alors que c'est toujours la Katiba Massina qui a été indiquée dans ça par nos autorités, et venir maintenant s'attaquer jusqu'à Kati. Donc pour moi, 2 messages dedans. Le premier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de dire ce que vous êtes en train de dire, que vous montez et qu'on est en train de perdre, que cela n'est pas réel. Mais l'autre élément, c'est de dire
ben, ce pays-là, il a tendance à être ingouvernable. Et c'est cet aspect que nous tous ici, nous devons pouvoir recentrer le débat et nos intelligences pour éviter cela. Parce que vous savez, sur un terrain géopolitique, quand un État est ingouvernable, alors qu'il y a des enjeux qui sont liés à cet État-là, et souvenez-vous de notre position centrale par rapport à la sous-région, et souvenez-vous d'autres aspects qui font que nous devons éviter effectivement de tomber dans ça. Donc, de mon point de vue, ça, c'est un élément qui est recherché. L'autre analyse liée au fait qu'on puisse dire que c'est des Katibas, souvenez-vous que en tout cas, cette Katiba également, ses membres, pour la plupart, on ne peut pas les distinguer des nôtres. On ne peut pas les distinguer de toi ou encore de moi. Ils parlent Peul, ils parlent Bambara. Et si vous faites attention, auparavant, les discours étaient tenus en Peul. Et je me dis peut-être que cela était initialement pour essayer d'instaurer une situation conflictuelle entre les communautés. Mais maintenant, on essaye, il en a parlé tout à l'heure, cet audio qui est en train de circuler, où on parle bien en Bambara, mais en nous menaçant. Donc, ça veut simplement dire qu'on veut maintenant mettre de la panique. Et ça veut aussi simplement dire qu'il faut extrêmement faire attention parce qu'ils sont déjà parmi nous, comme il l'a dit, et cela est une réalité. Donc ça nous amène en ce moment à être très regardants dans la vigilance, aussi bien les autorités que les populations. Nous devons être très regardants sur cela. Mais pour finir là-dessus, l'autre élément que je voulais dire, avec la Katiba Massina, où il faut faire extrêmement attention, c'est qu'il y a des éléments que l'on retrouve sur le terrain qui changent dans le mode opératoire. Regardez maintenant, c'est des kamikazes. Vous voyez? Et donc, on a vu des kamikazes et de manière coordonnée avec simultanée le 21, selon toujours si on s'en tient aux différents communiqués du gouvernement. Donc, ce mode opératoire aussi doit nous faire réfléchir. Donc, c'est pour dire que c'est des gens qui veulent simplement créer la psychose et nous devons nous ressaisir. Mais encore une fois, pour terminer là, il est indispensable qu'il y ait une confiance qui s'instaure entre nos gouvernants, entre nos autorités et les populations dans les actes que cela pose et ce que nous faisons. Pour faire le dernier tour de table, Dr Alaï Bokoum, on a vu une nouvelle donne dans la gestion de cette affaire. On a vu cette population de Kati s'impliquer activement dans la recherche des auteurs, des présumés, si vous voulez, auteurs de cette attaque. Est-ce qu'il n'y a pas ces risques de débordement si on laisse la population elle-même? Vous avez eu raison d'évoquer ça parce qu'il y a ce qu'on appelle le délit de faciès. Oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier depuis des années quand il s'est agi pour la prédation internationale de créer l'amalgame, comme le disait tout de suite l'autre, en s'accentuant surtout sur les Peuls, en oubliant que les premières victimes d'Amadou Koufa, c'est les Peuls. Parce que la rivalité d'abord a commencé avec les Peuls, dont il a voulu éliminer tous les chefs, chacun le sait. Et je crois qu'il faut laisser chaque fois qu'on prend les gens, ce qu'on peut dire aux personnes. C'est vrai que le peuple doit agir. Mais, parce que souvent, moi, j'ai vu des vidéos où on parle le Peul Sud, vous n'êtes pas parleur Peul, vous ne comprenez pas que ce n'est pas le Peul du Mali. Donc, c'est des gens qu'on utilise. C'est comme les autres, d'ailleurs, selon les besoins des trucs. Maintenant, ce que moi, je voudrais juste vous dire, si j'ai parlé du fait qu'il a voulu un peu mettre en bas, c'est-à-dire surfer un peu sur ce que j'ai dit pour me traiter m'attribuer des propos que je prends à la légèreté, alors que lui-même il a reconnu que les résultats étaient quand même légers. Donc ça veut dire qu'il s'est contredit dans ce qu'il dit. Moi je vais dire juste que ça a été fait pour faire un tape à l'œil. C'est vrai que c'est dommage qu'il y ait des morts d'hommes, mais si l'État dit que c'est la Katiba, c'est pour une simple raison, pour quelqu'un qui connaît comment les choses fonctionnent. Pour amener quelqu'un à prendre les armes, à s'attaquer à la première installation militaire du Mali, il faut les mettre dans un état de démence, dans un état de choc. Il faut les préparer. Les Katibas et les trucs ont des choses pour ça, pour préparer les gens, pour les droguer. Que Dieu nous en détourne. On peut prendre ton propre frère, le former à te tuer toi. Et tu ne pourras rien, sauf si Dieu te sauve. Donc, c'est pour cela souvent qu'on s'attaque à cela. Mais ce que moi je vais vous dire, quels ont été les premiers médias qui ont parlé de cette histoire? C'est quand même les RFI, les AFP et autres qui ont sorti. Quand il s'est agi de parler de la victoire de l'armée à Moura, c'est eux qui sont sortis avec la vidéo de Amadou Koufa pour dire qu'il ne reconnaît pas et qu'il n'est pas acteur parce que là, il y a eu trop de morts. Et aujourd'hui, c'est eux qui sortent pour dire que c'est le GINIM. Et le GINIM ont même fait un communiqué. Moi, je vais dire une seule chose. Il faut que les gens comprennent que tout ça, là, c'est le même regroupement. Ils ont des valets qui surchauffent l'atmosphère à l'intérieur du Mali. Je ne dis pas que c'est nos partis politiques, mais il y a des gens qui sont pour ça. Ils sont dans les médias. Ils sont avec une certaine communauté internationale. Rappelez-vous que la France doit quitter au Mali maximum fin août.
Donc la France veut montrer qu'avec son départ, D'accord. et un général qui parle même d'or. Et vous avez déjà vu quand un général de l'armée qui parle de l'or d'un autre pays. Il me Ça reste veut tout 3 dire. minutes Donc, avant de... d'accord, je vais quitter. C'est pour vous dire simplement que ces attaques-là sont faites. Mais comprenons une chose, ne partons pas à l'amalgame. Que ceux-là qui prennent les gens, ne vous mettez pas sur eux. La meilleure façon d'avoir la vérité sur quelqu'un, c'est pas de le forcer à dire ce que vous voulez entendre, mais c'est de l'écouter tranquillement et le laisser. Parce que moi, j'ai vu des audios, et je profite pour le dire, où on montre un jeune qui est en train de faire des tours entre les avions et qui s'est retrouvé, qui a été pris. J'espère qu'il va être sauf, si vraiment tel est le cas. Mais que ça n'exclut rien. Donc c'est pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, les Maliens, serrons-nous la main, quittons ceux-là qui ne veulent pas le changement et qui l'ont démontré par leur acte. D'accord. C'est-à-dire les hommes politiques. Monsieur Touré, voilà, qui nous font le programme de combat. Monsieur Touré, est-ce qu'il vous a échappé cette implication active des populations de Kati dans le cadre de la recherche des présumés auteurs de cette attaque? Oui, effectivement, nous avons vu sur les réseaux sociaux à quel point cette population s'est impliquée. Oui. Je pense qu'ils ont fait plusieurs arrestations. Faut-il encourager une telle démarche? Ah non, pas du tout, parce que vous avez vu, il y a même eu des journalistes qui étaient arrêtés par la population, qui ont été libérés par la suite. Que Dieu nous en préserve, ils pouvaient trouver la mort. Donc je pense que la population devait rester calme et sereine et laisser effectivement les autorités compétentes d'agir et de faire leur travail, surtout que beaucoup a été fait. Donc il faut rappeler vraiment ce contexte extrêmement difficile dans lequel notre pays se trouve. Vous savez, nous sommes dans un contexte international compliqué. Le Mali, avec ses partenaires internationaux, ça ne va pas trop. Donc, il y a beaucoup de choses. Même cette attaque peut montrer cela. On peut donner la lecture suivante, par exemple. Barkhane était là depuis des années, il n'y a jamais eu d'attaque. Maintenant, Barkhane est parti, on commence à attaquer dans la capitale. Ça peut justifier cela. L'aménagement également avec laquelle nos autorités sont en froid. Aujourd'hui aussi, être en restriction de mouvement, ça peut créer tous ces problèmes. Mais moi, là où je veux en venir, c'est que nous avons des amis aussi qui ne jouent pas franc jeu avec nous. Je veux parler notamment de notre ami du Grand Sahara, c'est-à-dire l'Algérie, qui a modifié récemment sa constitution, qui permet à ses militaires, en tout cas, de venir traquer les terroristes jusqu'au Sahara, mais absolument qui ne fait rien pour aider nos autorités à endiguer cette crise-là. Ça, il faut l'implication de la population. Vous avez 30 secondes. Hein? L'implication de la population, c'est un risque véritable. Oui, elle est régulièrement demandée par les autorités aussi. C'est un risque véritable et il faut faire attention à ce qui est demandé. Un soutien n'est pas forcément un règlement de compte. Parce qu'il ne faut pas que certaines personnes en profitent pour essayer de régler des problèmes personnels avec X ou Y. Première chose. Seconde chose et second niveau d'analyse, il ne faut pas qu'on se retrouve effectivement dans des amalgames, dans des délits de faciès où on va dire parce que lui il est Peul, ou parce que lui il est Tamashek, ou parce que lui il est Sorail, qu'il est coupable. Donc ça c'est les deux premières choses. La troisième chose, c'est qu'il faut que les autorités de la transition disent clairement au niveau de la population ce qu'on attend de vous. C'est de faire signe, c'est de dire ce que vous voyez, c'est de constater ce qui ne va pas et de faire parvenir l'information. Mais en aucun cas de séquestrer, d'arrêter ou d'interroger parce que ce n'est pas leur rôle et ça va éviter beaucoup de problèmes. Ensuite, pour finir sur la partie politique, moi je ne pense pas qu'il faille écarter les partis politiques qui sont d'accord ou pas. C'est le principe de la démocratie. Il faut quand même un consensus, il faut une discussion. Oui. Maintenant, la transition, ce qu'il en reste, ce n'est pas normalement quelque chose de très long pour arriver aux élections. Et c'est ce que le cadre des partis politiques, me semble-t-il, demandait. Donc maintenant, il faut patienter. Il faut, entre-temps, essayer de voir comment soutenir les autorités en place. Et sortir réellement de cette situation de léthargie qui n'arrange personne. Et dernière chose très très importante, je ne suis pas d'accord qu'il faille également affirmer à 100% c'est la Katiba Massina, c'est la Katiba Massina, c'est la Katiba Massina. Parce que c'est la version officielle. Voilà, parce que justement, c'est ce que je dis. Si ça a été déclaré aussi vite, c'est peut-être qu'il y avait des preuves trop évidentes. Ça peut être, sans rentrer dans la théorie du complot, mais je finis juste sur ça.
Mais en même temps, la Katiba Massina ne l'a toujours pas revendiqué au jour d'aujourd'hui. D'accord. Ça a été fait par le JNIM et je finis sur ça. Pourquoi? Vous allez finir non, juste finalement. Comme vous m'avez posé une question entre les deux, juste le vocal, quelque chose de très intéressant dedans, c'est que cette personne nous dit nous on respecte les principes de droit humanitaire. Comme si il travaillait avec d'autres organisations, sans rentrer dans les théories. Monsieur, à présent, je vais passer la parole à... Oui, je vais finalement passer la parole à M. Diarra. Il nous reste qu'une minute avant de conclure. Non, donc très rapidement, je voudrais d'abord dire que cette situation est à prendre très au sérieux. Deuxièmement, que nous devrons pouvoir toujours recentrer nos énergies et nos intelligences autour de cette cause commune. Parce que vous ne pouvez pas aller aux élections ou parler d'élections tant que vous ne réussissez pas d'avoir ces étapes de stabilisation de la transition. L'autre chose, c'est que les populations dans une guerre asymétrique doivent être toujours impliquées, mais une implication encadrée et une implication avec éducation, cela est fondamental. Le dernier point, c'est que les points de contrôle de la part de nos forces de sécurité, que ce soit à l'entrée de nos grandes villes, que ce soit sur les actes interurbains, à nos frontières, cela doit être renforcé et le renseignement doit être renforcé avec les équipements appropriés. Monsieur Diarra, malheureusement, nous sommes au terme. Je pense que je vais donner mes derniers points. Oui, nous sommes malheureusement au terme de cette émission de ce soir. Nos invités étaient Dr Alaï Bokoum, président de la Convention pour le Mali, Hassan Sey, juriste analyste, Abakari Touré du cadre d'échange des partis et organisations pour une transition réussie et M. Bagui Diarra, vice-président du RPDM. Restez à notre compagnie juste après nous. Abogar Sako, Di Plaisir et son équipe vont s'installer avec leurs invités, dont un est venu de la Guinée. Il s'agit de l'artiste Azaya. Il sera accompagné du Malien Boué Koïté du Mali, bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de Sirakoro et de la cité BMS.